toutes et à tous. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la question de la politique sanitaire dans ce pays, qui soulève de justes débats et qui appelle une mobilisation de notre part en tant non seulement que militants communistes, mais que patriotes attachés à l'avenir de ce pays, de plus en plus menacé et malheureusement défaillant dans ses politiques publiques. Je voudrais aborder tour à tour 3 points. D'abord, la question relativement débattue, à mon avis à tort, de l'existence et de la gravité du virus, que certains confondent quelquefois avec la question de la condamnation de la politique capitaliste et de la politique de Macron à l'égard du virus. Le deuxième point que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est précisément donc pourquoi nous, pôle de Renaissance communiste en France, nous combattons radicalement la politique de Macron sur ce terrain comme sur tous les autres. Et le troisième point le plus important, c'est la question de savoir ce que serait à grands traits une politique, disons, de type socialiste, communiste, à l'égard de ces questions lancinantes de pandémie, de syndémie, d'épidémie et ainsi de suite. Bien entendu, je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails, puisque ce n'est qu'une vidéo. Un certain nombre de textes ont été publiés par le PRC et figurent non seulement dans Initiative communiste papier, que je vous recommande, mais aussi sur notre site www.initiative-communiste.fr. Alors le premier point d'abord, il y a une sorte de dérapage mondial qui est en train de s'opérer un petit peu partout, tant les élites, entre guillemets, ou les autres élites autoproclamées se sont elles-mêmes discréditées, et que plus personne ne les croit, et que par conséquent, se répand à l'initiative de différents milieux l'idée que le virus n'existerait pas, qu'il serait une invention des capitalistes, qu'il serait un moyen pur et simple de matraquer l'opinion, de détruire les libertés, etc. Alors, une chose est que le système capitaliste, les gouvernements capitalistes, et le nôtre en particulier, exploitent le virus, comme ils exploitent d'ailleurs toute situation de nature catastrophique, pour aggraver leur mauvais coup. La lutte des classes ne cesse jamais, et tout lui est bon. Et donc, elle se sert aussi de cela, lamentablement, naturellement, pour développer ses politiques antisociales, liberticides, et j'en passe. Mais le virus existe, hélas, et le virus existe bel et bien, et l'épidémie est grave, la pandémie est avérée, elle est malheureusement certaine, et il n'y a pas lieu ici, sous prétexte d'esprit critique, de se livrer à un viroscepticisme qui serait un peu l'équivalent sur le terrain sanitaire et médical de ce qu'est le climato-scepticisme sur le terrain environnemental. C'est d'ailleurs Trump qui porte les deux scepticismes. Et je vous rappelle que philosophiquement parlant, là c'est le prof de philo qui parle, le scepticisme n'a rien à voir avec le doute méthodique qui est à la base, depuis Descartes, de la pensée scientifique, et qui aboutit à des recherches et à des certitudes, par l'intermédiaire de la pensée critique, de la démarche expérimentale, de la démonstration mathématique, et ainsi de suite. Et le scepticisme qui est un doute généralisé qui revient à dire on nous ment sur tout, on ne sait rien sur rien, et qui à partir de là donne libre cours à toutes les fantaisies possibles et imaginables, à une espèce d'obscurantisme moderne dont il est bien souvent malheureusement le frère jumeau tout en se croyant faussement critique. Donc ici les réalités sont malheureusement celles que l'on connaît, c'est-à-dire donc pour notre pays déjà entre 60 et 70 000 morts. Je sais bien qu'on peut contester le fait que certains aient été classés parmi les victimes du virus alors qu'il y avait toujours des comorbidités, certainement, mais l'inverse est vrai aussi. Il y a aussi des gens, certainement, qui, étant morts avec le coronavirus, n'ont pas été classés, morts du virus, parce que tout simplement, ici, il peut y avoir des hésitations sur la cause principale du décès, si vous voulez. Je n'entre pas dans cela. La surmortalité est en tout cas établie, et pas simplement par les chiffres du gouvernement, mais par ceux de l'INSEE, tout simplement pour ce qui concerne notre pays. Quant au niveau mondial, tout de même, les chiffres sont
grave, hein, donc au moins 2 millions de morts, sans compter tous les pays où il est difficile, faute d'infrastructures médicales suffisantes, de pouvoir recenser réellement les personnes qui sont décédées. Et puis n'oublions pas aussi tous ceux qui, sans être décédés, ont eu la forme grave ou sévère en tout cas du virus et qui conservent des pathologies sérieuses, en particulier donc des fibroses pulmonaires, dont avait d'ailleurs parlé dès le début le professeur Raoul par exemple, et qui sont malheureusement bien établies et bien handicapantes. Donc en tout cas ce n'est pas une grippette. Et nous, militants communistes, qui sommes des gens sérieux et qui sommes responsables non seulement vis-à-vis du peuple, mais aussi tout simplement vis-à-vis de nos propres militants, eh bien, nous disons qu'il faut par conséquent ne pas prendre à la légère les mesures barrières et que ce n'est pas faire preuve, disons, comment dirais-je, de complaisance à l'égard de Macron, que de faire preuve de sérieux à l'égard des mesures barrières, donc le lavage des mains, le masque là où il est indiqué, et d'autres pratiques de ce genre. Bon, alors voilà, donc ça c'est le premier élément, et je crois qu'il est très important effectivement de bien y insister, parce qu'il y a quelquefois donc des dérapages graves qui peuvent se produire de ce côté-là. D'un point de vue éthique, pas seulement d'un point de vue épistémologique, d'un point de vue éthique, il est évident que nous, communistes, ne pouvons pas être au-dessous de cette exigence élémentaire de toute morale humaniste qui est que, eh bien, les vies humaines comptent plus que toute chose, et notamment que les profits. Et donc, effectivement, nous avons vu tout ce qu'il y avait d'inhumanisme et même d'exterminisme, c'est une forme d'exterminisme en réalité, du côté de Trump et de sa politique libertarienne, c'est-à-dire le moins d'État possible, le moins de protection possible, laisser faire, laisser crever, en réalité, pourvu que la machine tourne, pourvu que les profits s'engrangent, en quelque sorte. Bon, on voit bien qu'ici, poussé jusqu'à son terme, le capitalisme a pour devise les profits ou mourir. Et je dirais même les profits et mourir, quelquefois, puisque cette politique si aveugle a conduit les négateurs du virus, les virosceptiques, si je puis dire. Je parle de Johnson en Angleterre, je parle de Trump aux États-Unis, de Bolsonaro au Brésil, à tout simplement attraper la maladie eux-mêmes et constater à leurs dépens qu'elle existait bel et bien et que ce n'était pas une grippette, puisque Johnson lui-même a failli mourir et qu'un peu tardivement il a remercié chaleureusement les personnels de santé anglais de lui avoir sauvé la vie. Toutes ces choses-là sont des faits, et le critère de la pratique, c'est malheureusement que c'est là-dessus qu'il faut aussi savoir s'appuyer pour regarder la réalité en face. Naturellement, dans un grand nombre de cas, nous savons tout cela, eh bien, et tant mieux, le virus ne donne pas lieu à des troubles graves, et donc notamment chez les personnes jeunes en bonne santé, il n'y a pas généralement de suite fâcheuse, hein, sauf cas allergiques par exemple, ou situations, disons, au terrain prédisposant, mais ce n'est pas tout de même une raison pour qu'on ignore que nous, communistes, eh bien, nous devons toujours avoir en vue les plus faibles, les plus fragiles, ceux qui sont les plus exposés, et non pas ceux qui sont en pleine santé, riches et ou extrêmement vaillants, sportifs, et ainsi de suite. Une société est d'autant plus évoluée, elle est d'autant plus humaniste qu'elle se préoccupe d'autant plus des personnes les plus fragiles, les plus susceptibles effectivement de développer les formes graves de la maladie. Et le raisonnement qui consiste à dire un certain nombre de personnes sont vieilles, de toute façon, tôt ou tard, elles seraient mortes d'autre chose, et donc, bon, là encore une fois, laissons faire, laissons crever, n'est pas un raisonnement communiste, c'est un raisonnement que je ne peux même pas qualifier, et dont je demande à chacun de se méfier très fortement. Au demeurant, d'ailleurs, dire ce que je viens de dire, tout ce que je viens de dire, ce n'est rien concédé à Macron, bien au contraire. D'abord parce qu'il n'y a qu'à voir comment on a laissé tomber les EHPAD pendant la première phase de la maladie, là au printemps dernier. Le bilan est sinistre. Et donc on voit bien ici tout l'inhumanisme dont je viens de parler, qui n'est pas le fait des communistes et du PRCF, mais bel et bien du pouvoir en place. Et d'autre part, je vous rappelle qu'au tout début de l'épidémie, alors qu'il avait déjà été largement prévenu à la fois par les alertes de l'OMS et même par celle d'Agnès Buzyn, comme elle l'a dit et répété,
après d'ailleurs s'en être lavé les mains et s'être présenté à la mairie de Paris, eh bien, il y a eu tout un retard monstrueux de la part de l'équipe Macron pour prendre en compte le sérieux de ce qui était en train de se passer. Rappelez-vous qu'encore début février, monsieur allait au théâtre et expliquait qu'il fallait continuer à vivre comme si de rien n'était, donc nier la réalité de l'épidémie qui était en train pourtant déjà de ravager l'Italie voisine. Et donc ces gens-là ont organisé, alors que nous l'avions condamné, nous PRCF, les élections municipales. Et par exemple, ils ont aussi laissé faire le match, je crois que c'était Turin-Lyon, alors que c'était la Lombardie et le nord de l'Italie, le Piémont, etc., qui étaient les plus ravagés par l'épidémie. Donc nous nous sommes nullement ralliés à Macron. C'est plutôt Macron qui a été obligé par la réalité de l'épidémie, parce que il craignait effectivement que les hôpitaux n'explosent sous la charge subite, et que donc le scandale politique soit énorme, qui a été obligé, tout en ramant avec les exigences du MEDEF, qui lui voulait continuer la chasse au profit, de faire ce qu'il a fait de façon chaotique, et je vais y revenir de façon tout à fait inefficace. Voilà, en tout cas, j'y insiste, quitte à être lourd, quitte à être répétitif, il ne faut pas confondre la question de l'existence et de la gravité du virus, qui est avérée, et la question de l'exploitation capitaliste, voire de l'exploitation fascisante, qui est faite de cette situation virale pour démolir toute une série de conquêtes sociales. J'y viens maintenant, et c'est le deuxième point. Donc, pourquoi nous communistes, nous franchement communistes, sommes-nous en total désaccord avec l'orientation politique générale de Macron, dont l'épouvantable situation actuelle, si vous voulez, sur le plan sanitaire, n'est au fond qu'un aspect, qu'une conséquence. On ne peut pas détacher la politique sanitaire du reste. On ne peut pas faire comme si cette crise du coronavirus était détachable, dissociable, qu'elle existait en elle-même, en quelque sorte, et donc faire comme s'il n'y avait pas derrière toute une politique générale. Alors, de ce point de vue-là, si vous voulez, je dirais d'abord que le premier élément, c'est l'imprévoyance criminelle, non seulement de Macron, parce que se limiter à Macron serait finalement petit bras, mais de tous les pouvoirs maastrichtiens qui l'ont précédé. Que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, que ce soit plus anciennement d'ailleurs Mattei, le ministre de M. Chirac. Rappelez-vous la façon dont avait été traitée la canicule de 2003, où 15 000 personnes sont décédées parce qu'au fond notre système d'urgence était déjà largement détruit à l'époque. Bon, et tous ces gens-là ont cassé l'hôpital, ont détruit l'hôpital, ont accompagné une politique d'offre médicale extrêmement restrictive avec le numerus clausus déjà installé, si je me souviens bien, dans les années 70, et qui fait que certaines zones de France sont peut-être quelque peu nanties en la matière, mais qu'il existe des régions entières, la mienne en particulier, donc le bassin minier du Pas-de-Calais, où l'offre médicale libérale est totalement insuffisante. Et l'hôpital ayant lui-même été déshabillé, eh bien, les deux s'additionnant, les situations peuvent très vite devenir critiques à tout moment. Alors ça, c'est pourquoi ? Pourquoi ça ? Eh bien, parce que derrière, on a l'euro. On a la politique des critères de Maastricht. L'euro, ce n'est pas une monnaie, simplement, c'est une politique monétaire d'alignement du franc, pour ce qui concerne la France, sur le Deutschmark, avec toutes les conséquences extrêmement néfastes que cela a entraîné en termes d'austérité pendant maintenant, disons, 2 décennies déjà, sans compter la politique du franc fort qui avait précédé déjà sous Mitterrand et qui préparait l'euro. Donc il y a eu plus de 60 sommations de l'Union européenne depuis 2011 adressées à la France et à d'autres pays pour réduire nos dépenses de santé. Qu'on arrête de nous dire que l'Europe est protectrice, l'Europe est destructrice. Tout au moins l'Union européenne est destructrice, si vous voulez, de nos systèmes de santé. Et donc là-dessus, il faut y venir très fort. Destructrice aussi, finalement, de notre capacité à encaisser les chocs quels qu'ils soient, puisque les, disons, dirigeants néolibéraux et maastrichtiens successifs ont démantelé aussi très largement l'appareil d'État, non pas répressif, celui-là il s'est renforcé, mais l'appareil d'État qui est utile à la population.
Et notamment, si vous voulez, il n'y a qu'à voir l'affaire des masques, la façon dont les masques ont été complètement bazardés par des gens qui n'avaient en vue que les économies à court terme, hein, pour dire les choses. Également, la politique qui a été mise en place sur le plan industriel. Maastricht et le traité de Maastricht, c'est la fameuse économie de marché, ouverte sur le monde. Je vous la fais à chaque coup, cette fois-ci je vous la relis. L'économie de marché ouverte sur le monde, où la concurrence est libre et non faussée. Et bien, avec cette politique-là, qui est en place maintenant depuis au moins 30 ans, hein, en réalité, avant même Maastricht, ça avait commencé, eh bien, nos usines ont fichu le camp les unes après les autres, et même les entreprises chargées principalement des questions sanitaires, pharmaceutiques et autres, n'ont eu de cesse, comme on le sait, on voit bien avec Sanofi, que de délester les productions en France, donc de détruire la souveraineté sanitaire de notre pays. Le résultat, c'est qu'on a été incapable, et qu'on l'est encore, de fabriquer les masques ici, de fabriquer les respirateurs ici, de fabriquer les vaccins ici, hein, au pays de Pasteur. Au pays de Pasteur, on rame après les vaccins produits tous azimuts, et même les Cubains, qui ont beaucoup moins de moyens, et qui sont bloqués par l'embargo américain, effectivement, sont devant nous de ce point de vue-là, parce que tout simplement, eh bien, les chercheurs français eux-mêmes ont été frappés par cette dure politique d'austérité qui a sabré dans toutes les dépenses fondamentales. Alors c'est donc le premier point. L'imprévoyance criminelle, la destruction des hôpitaux, la destruction de la médecine de ville, la réduction des dépenses de santé, la casse complète des capacités productives de notre pays. Alors, il y a aussi, bien sûr, le fait, je l'ai dit tout à l'heure, que le premier confinement a été tardif et qu'il a été très mal fait, avec le souci principal, effectivement, donc de faire en sorte que l'appareil productif puisse tourner avant tout, hein, et que, par exemple, eh bien, les écoles ont été tardivement fermées. M. Blanquer voulait les maintenir à tout prix, il jurait que on allait pouvoir les maintenir tels quels. Il avait même inventé la doctrine que finalement, eh bien, les enfants et donc les maîtres par-dessus le marché, et puis les parents et les grands-parents des maîtres aussi, pourquoi pas, ne pouvaient pas être atteints par le virus. Hein, et donc, voilà, on a continué comme ça, d'une façon complètement irresponsable, avec zéro protocole réel sur le terrain, et beaucoup d'enseignants s'en sont plaints. Je rappelle d'ailleurs que la première victime du Covid en France, si je me souviens bien, dans l'Aisne ou dans l'Oise, je ne me rappelle plus très bien, je crois que c'était en Picardie en tout cas, était un enseignant de collège. Voilà. Bon, donc, n'oublions pas aussi, à l'arrière-plan, les conflits d'intérêts permanents. Quand on a vu toutes ces controverses là, sur le remdesivir et sur tant d'autres choses, eh bien, on s'est rendu compte que le milieu médical français, le haut milieu médical français, hein, je ne parle pas des médecins de base et des soignants et des hospitaliers qui ont fait un boulot de dingue, pour reprendre dans le bon sens l'expression méprisante de Macron, mais ce haut milieu médical est, travaillé par les conflits d'intérêts. Il ne peut en aller autrement, ce n'est pas quelque chose de conjoncturel, c'est quelque chose de structurel, ça s'appelle le capitalisme monopoliste d'État. Derrière la façade du libéralisme ou du néolibéralisme, il y a en réalité des monopoles capitalistes qui sont étroitement imbriqués avec les structures d'État, avec des gens qui passent sans arrêt de l'un à l'autre, du public au privé, ça s'appelle aussi le pantouflage par exemple, et ce mécanisme-là qui existait au niveau purement national il y a une trentaine d'années, disons encore, avant que Maastricht ne prenne une emprise totale sur notre pays, eh bien, ce processus-là s'est continentalisé, si l'on peut dire, avec l'Union européenne, et même est en passe, sur certains plans, de se transcontinentaliser avec, à l'arrière-plan, eh bien, les dominants, les labos dominants des États-Unis, par exemple, hein, et avec des milliards d'argent public qui partent sans arrêt vers, en réalité, les profits privés, les dividendes et donc les conflits d'intérêts aussi. Dire cela, ce n'est en rien minimiser le sérieux, la déontologie des médecins que nous avons dans ce pays. Je pense qu'elle est quand même encore élevée et qu'on leur doit une fière chandelle. Hein. Mais en tout cas, nous, c'est pour ça que nous avons été dans l'union sacrée médicale
mais pas derrière Macron, contre Macron au contraire, mais dans l'union sacrée avec les soignants, qui demandaient les mesures barrières. Bon, moi j'habite à côté d'un hôpital et je voyais bien effectivement la façon dont tous les médecins ont été mobilisés dans cette affaire. Je signale au passage, j'ai oublié de le dire, à propos de la gravité du virus dans la première partie de mon exposé, que cette épidémie n'a pas seulement été grave, et n'est pas seulement grave de par ses effets directs, mais par ses effets indirects, puisque il a fallu, pour accueillir les malades Covid, effectivement, dans des conditions d'impréparation totale de l'hôpital à ce type de crise, il a fallu bien reprogrammer toute une série d'examens, d'opérations, etc., qui devaient effectivement concerner des malades du cœur, des malades du cancer, et ainsi de suite. Donc les effets sont également indirects. Et il ne faut pas simplement, quand on pense à l'épidémie, penser à ses victimes immédiates, directes. Il faut aussi voir les conséquences à terme et à long terme, avec aussi le fait que, étant donné que notre gouvernement n'a pas été capable finalement ni de donner des masques, ni de dépister, ni de tracer, ni de véritablement donc maintenant fournir des vaccins en quantité suffisante. Quoi qu'on pense de ces vaccins, c'est une autre question. Eh bien, du coup, il lui restait en main que le confinement, ou que le couvre-feu, ou que les deux, ou enfin bref. Hein. Il y a une chanson de Pierre Perret là-dessus qui est assez comique, même si le sujet, lui, ne l'est pas. Donc des moyens, effectivement, relativement primitifs et barbares qu'on utilisait déjà au Moyen-Âge, quand on n'avait rien d'autre sous la main. Mais enfin, bon, ces moyens-là, eh bien, ils les ont utilisés, mais toujours à contretemps, et ils les ont toujours utilisés avec un souci de classe qui persistait, sans souci de savoir comment ça pesait sur les pauvres, et en faisant en sorte que ça ne diminue pas trop les profits de messieurs les capitalistes. Voilà, donc si vous voulez, pour ce qui est de la politique de Macron, je reviens à l'un des titres de l'une des motions que nous avions votées au secrétariat national du PRCF, et qui s'intitulait « Quelle erreur n'ont-ils pas commise ?» en reprenant le titre d'un livre célèbre d'un certain professeur. Je mets aussi de côté le fait, ou plutôt je remets en avant, j'ai oublié de le dire, vous voyez, bon, quand on fait une vidéo, c'est pas comme quand on lit un texte, donc il y a des choses qui reviennent à l'esprit, que par exemple ce gouvernement a quasiment interdit aux médecins de soigner, puisque pendant toute une période, le message qui passait à la radio sans arrêt, c'était restez chez vous, prenez du Doliprane, et si ça s'aggrave vraiment beaucoup, alors là, téléphonez au 15. Alors là, vraiment, bon, c'était une politique d'abandon, littéralement, d'abandon. Et donc, quoi que l'on pense des questions de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine, etc., mises en avant par les chercheurs ou les professeurs de l'IHU de Marseille, on peut au moins le reconnaître, je pense, moi je ne suis pas spécialiste du tout de ces questions, mais enfin, on peut au moins leur reconnaître cette volonté de soigner. Et c'est pour cela qu'effectivement, donc, les Marseillais, par exemple, ont une certaine reconnaissance à l'égard donc de ce qui a été fait à cet endroit. C'était pas une politique que simplement dire on interdit toute forme de médication antérieure à l'aggravation subite de la crise. Et là, courez à l'hôpital et regardez s'il y a encore des places, parce que au 15, on vous disait vraiment que il fallait y téléphoner à toute extrémité, si l'on peut dire. Bon, donc une médecine digne de ce nom, et on va y revenir dans la troisième partie, c'est une médecine qui tout simplement soigne, et qui, par conséquent, aussi fait confiance aux professionnels de santé, à tous les professionnels de santé, avec la capacité de les consulter démocratiquement, et non pas simplement d'édicter quelques règles tombant du sommet et derrière lesquelles on ne voit pas trop qui a décidé quoi. Je passe maintenant donc à la troisième partie, que serait en quelque sorte une politique sanitaire, si vous voulez, véritablement socialiste et communiste, dans le cadre effectivement de ce que nous, militants du PRCF, nous proposons, c'est-à-dire le Frexit progressiste, la sortie par la gauche de l'Union européenne et de l'euro. Une telle politique, je vais essayer de la caractériser brièvement, si vous voulez, parce que bien sûr, il y faudrait beaucoup de temps. La première des choses qu'on peut dire, c'est que pour approcher de ce que serait une telle politique, il faut d'abord sortir de la fausse alternative, je dirais, Trump-Macron, avec d'un côté les politiques à la Macron qui ont prétendu
donner beaucoup de place à l'intervention de l'État, avec un étatisme évident quelquefois, puisque l'État a monopolisé la prescription de soins et a quasiment retiré les médecins libéraux de la capacité de prescrire. Bon. Et puis d'un autre côté, la politique Trump, laisser faire, laisser crever, comme j'ai dit tout à l'heure. Choisir entre ces deux politiques-là, c'est évidemment tomber dans un panneau énorme. C'est un peu comme le panneau Macron-Le Pen au niveau de la politique générale, ou Trump-Biden, c'est-à-dire deux variantes de la politique capitaliste. Il faut sortir de cette fausse alternative. C'est une alternative capitaliste, fascisante, dans les deux cas exterministe d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire mettant toujours au premier plan, pour finir, les profits, les dividendes par rapport à la vie des gens. Alors, si l'on veut effectivement donc sortir de cette alternative bidon et en même temps mortelle, eh bien, il faut faire ce que nous avons tenté, nous, avec nos petits moyens au PRCF, de faire, puisque dès la première motion que nous avons votée sur ces sujets sanitaires, là, au printemps dernier, au tout début du printemps dernier, eh bien, nous avons fait un texte qui s'appelait « Virer l'euro-mondialisation virale ». Virer l'euro-mondialisation virale. Car, si vous voulez, ce qui est grave dans cette crise du coronavirus, au-delà du coronavirus lui-même, dont j'espère bien que nous allons tous être débarrassés un jour ou l'autre, et le plus vite possible, c'est qu'elle est annonciatrice, hélas, de choses qui vont se reproduire. Si vous voulez, en gros, quand on a affaire à une mondialisation capitaliste complètement débridée, c'est le cas depuis la fin des pays socialistes, depuis la fin de l'Union soviétique, depuis que le capitalisme globalement est redevenu maître de la planète, même s'il subsiste, et je m'en félicite, des zones et non des moindres qui lui résistent. Eh bien, c'est tout simplement que cette exploitation capitaliste remondialisée produit les pires dégâts humains et environnementaux. Rendez-vous compte que dans l'espace des 10-12 dernières années, je ne veux pas vous donner un chiffre absolu, je pense que c'est depuis 2010, si j'ai bien retenu le chiffre, l'équivalent du Maroc en surface forestière a disparu de la planète. On a détruit pour l'équivalent d'un pays grand comme le Maroc en matière de forêt. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement des zones qui étaient jusqu'alors peu accessibles à l'homme sont devenues des zones où en gros la civilisation entre guillemets et la vie sauvage s'entremêlent, où des maladies passent de l'homme à l'animal, de l'animal à l'homme, et ainsi de suite. On appelle ça des syndémies, où effectivement on est ensuite exposé par la désegmentation sauvage que signifie le néolibéralisme mondial, le laisser-faire, laisser-passer mondial, à une circulation intense très rapide. Si vous voulez, au Moyen-Âge, quand une épidémie débarquait, il lui fallait du temps pour gagner des zones très larges. Les échanges étaient réduits, ils étaient segmentés, comme on dit. Aujourd'hui, eh bien, si vous voulez, les virus voyagent à la vitesse des jets, des avions à réaction. Et donc, le dogme, c'est aussi qu'on ne peut pas fermer les frontières. Le dogme, c'est que donc on ne peut pas non plus avoir de sécurité ou de souveraineté ni alimentaire ni sanitaire, et par conséquent, dès qu'il y a un virus quelque part, il est mondialisé à toute vitesse. C'est ça la question de fond pour nous communistes. Elle est liée aux questions environnementales, elle est liée aux questions de classe, elle est liée au caractère exterministe, comme je l'ai déjà dit et souligné, c'est l'aspect principal du capitalisme, impérialisme contemporain. Ce capitalisme, impérialisme contemporain qui atteint ses limites historiques et qui ne peut plus se développer avec sa course effrénée, absurde au profit, avec sa domination de quelques grands États prédateurs sur la planète, qui ne peut plus se développer donc sans mettre en cause l'existence non seulement de l'humanité, mais finalement aussi, d'une certaine façon, l'existence de la biodiversité, l'existence du vivant, en tout cas du vivant le plus complexe existant sur notre planète. C'est donc un problème véritablement de classe. Un peu de préoccupations sanitaires éloigne peut-être de la lutte de classe, mais beaucoup de préoccupations sanitaires nous ramènent à la grande question, donc capitalisme ou socialisme, qui devient littéralement une question, pour une fois je vais parler anglais, de to be or not to be, d'être ou de ne pas être à l'échelle de la planète. C'est la peau de l'humanité, littéralement, qui se joue dans l'idée qu'il faut revenir vers une société socialiste en marche vers le communisme qu'a détruit, dont la première expérience a été détruite par la contre-révolution de Saint-Gorbatchev, de Saint-Shevardnadze et de toute la clique perestroïkiste qui a été encensée par les médias occidentaux.
Alors, bon, évidemment, qui peut le plus, peut le moins, pour aller vers ça, c'est-à-dire la contestation de l'euro-mondialisation virale et la marche vers le socialisme, le communisme de nouvelle génération, il faut d'abord être capable de sortir de l'Union européenne, cette machine du capital, pour écraser les conquêtes sociales et les souverainetés populaires. On le voit bien dans notre pays. Je n'y insiste pas. Il faut aussi, dans la perspective communiste, qui est la nôtre, qui est internationaliste, non pas bien sûr viser le repli pur et simple de chaque pays sur lui-même, ce serait dangereux d'ailleurs impossible à notre époque, mais la coopération internationale entre peuples libres et souverains. C'est-à-dire mettre en place, au fond, ça revient à ça, hein, la devise liberté, égalité, fraternité, à l'échelle des peuples. Liberté, c'est-à-dire souveraineté, égalité, bon, échange égalitaire entre tous les peuples, et fraternité, c'est-à-dire aussi que chaque peuple fasse profiter les autres de ses meilleures découvertes, de ses ressources, comme le font les Cubains lorsque, par exemple, ils donnent un magnifique exemple en envoyant leurs médecins dans les pays qui en font la demande, avec beaucoup de désintéressement, de dévouement, effectivement. Ça serait ça, le communisme. Pas du tout la désegmentation sauvage, mais la coopération civilisée. L'expression est de Vladimir Ilitch Ulyanov, alias Lénine. Alors, bon, c'est pour le vaccin, par exemple, que c'est parfaitement évident. Regardez un petit peu si c'est pas lamentable. Donc, cette course au vaccin organisée par la concurrence libre et non faussée des monopoles capitalistes à l'échelle mondiale, hein, avec le fait que, bon, certains communiquent sur le vaccin avant même, et le vendent, et on demande la mise sur le marché avant même de donner les éléments qui permettent de juger de la crédibilité et surtout de l'innocuité de ce vaccin. Mais où sommes-on, si je puis dire, hein? Il serait normal que dans une société civilisée, dans une humanité civilisée, c'est-à-dire dans une humanité communiste, en réalité, partageant le meilleur et luttant ensemble contre le pire, eh bien, on échange sur les vaccins et qu'on essaye de donner le meilleur à tout le monde gratuitement. Voilà, ça serait ça, un peu le communisme en matière vaccinale, sans oublier le soin, bien sûr. Hein, il ne s'agit pas que de vacciner. Je n'ai pas dit que c'était le remède absolu. Sur ce plan, d'ailleurs, au niveau des vaccins, eh bien, je tiens à réaffirmer que nous, communistes, qui sommes des partisans des Lumières et des Lumières communes, eh bien, n'en déplaise à quelques-uns, nous ne sommes pas des anti-vaccinistes primaires. Le vaccin a été une avancée scientifique extrêmement importante, due à des gens comme l'anglais Jenner, comme Pasteur ou comme Koch, hein, l'allemand Koch, et donc son principe est parfaitement rationnel. Mais bien sûr, ayant dit cela, ça ne veut pas dire que nous, militants du PRCF, nous puissions en quoi que ce soit garantir, et ce n'est pas notre rôle, et ce n'est pas notre compétence, tel ou tel vaccin, sachant tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le capitalisme monopoliste d'État. Là, je ne puis dire qu'une chose, c'est que les médecins doivent être en état de conseiller leurs patients, hein, avec tous les éléments possibles et imaginables, et avec pour unique objectif, évidemment, un, la santé du patient en question, et deux, la santé publique, puisque il n'y a pas que la santé de chacun est aussi responsable de la santé des autres dans cette affaire-là. Mais en tout cas, il ne s'agit pas pour nous ni de conseiller, hein, une sorte de ruée sur le vaccin de façon, comment dirais-je, sauvage, là encore, hein, ni à l'inverse de faire de l'antivaccinisme, mais de faire en sorte que chacun soit bien informé des risques, des possibilités, et qu'en même temps, sans méfiance à l'égard du principe du vaccin lui-même, eh bien, il puisse faire confiance, comme il est normal, à son médecin traitant, hein, avec toutes les données possibles et imaginables pour ce médecin et à cette occasion. Dans l'immédiat, évidemment, nous disons qu'il faut maintenir et renforcer même les mesures barrières, et notamment à l'école, où elles sont tout à fait insuffisantes. Tous les enseignants et tous les syndicats enseignants le disent et mettent en garde contre l'irresponsabilité de l'actuel ministre, dont il est scandaleux qu'il soit encore en poste après la manière dont il a géré la crise, ou dont il n'a pas géré plutôt la crise épidémique, avec un vrai souci, un seul souci, faire passer ces réformes, ces contre-réformes scolaires à tout prix, et bien entendu faire en sorte que l'école puisse garder les enfants de telle façon que les gens puissent continuer d'aller travailler et donc de produire de la plus-value capitaliste. Hein. Il faut aussi avoir le souci de classe de faire payer les riches, car non seulement le vaccin doit être gratuit, mais aussi, et il faut y être très attentif,
eh bien, il faut faire en sorte que les gens qui subissent les différentes variantes de confinement ou de couvre-feu, pardon, excusez-moi, je cherchais le mot, eh bien, soient indemnisés à 100%. Et là, non seulement les salariés, hein, parce que le chômage partiel, ça signifie aussi une partie simplement du salaire, non seulement ceux qui ont été mis au chômage, hein, et non seulement tous ceux qui aujourd'hui sont très nombreux, ne peuvent plus manger à leur faim dans ce pays. J'ai lu le chiffre effarant de 1/4 des Français qui n'étaient plus à même de faire 3 repas par jour actuellement. Que tous ces gens, effectivement, puissent vivre normalement. Et pas seulement les salariés, d'ailleurs, mais les petits patrons, disons-le clairement. Car derrière, effectivement, la crise épidémique, eh bien, les dirigeants capitalistes, en France comme ailleurs, et les grandes firmes capitalistes essayent tout bonnement de remplacer des modes de consommation par d'autres, de remplacer le petit commerçant par Amazon, et ainsi de suite, et de procéder à ce qui se passe dans toute crise capitaliste, le vaccin servant ici de couverture. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, une fois encore, hein, mais je dis qu'on s'en sert pour cacher une crise capitaliste qui, de toute façon, était en train de mûrir derrière. Et donc, à ce moment-là, pour éliminer un maximum de petites et moyennes entreprises, de prolétariser un maximum de gens, de précariser un maximum de gens, seuls les grands actionnaires, finalement, restant bénéficiaires de tout cela. Eh bien, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut faire payer les plus riches. Il faut en finir avec les gens qui augmentent leurs dividendes, tout en touchant de l'argent public et en délocalisant. N'est-ce pas, messieurs de Sanofi? Il faut nationaliser ce genre de grandes entreprises, et sans indemnité, non mais sans blague, pour les grands actionnaires, hein, qui ont supprimé des productions, qui ont fait en sorte que notre pays n'ait plus de souveraineté et de sécurité en matière d'approvisionnement médicamenteux. Et il faut faire en sorte que, justement, la solidarité nationale dont on nous rebat les oreilles fonctionne, et que les riches paient pour les pauvres. C'est ça, hein, le principe communiste de base qui était à la base de la Sécu, mise en place par notre camarade communiste Ambroise Croizat, de chacun selon ses moyens, et à chacun selon ses besoins. Voilà. Et enfin, donc, dernier point sur lequel j'insiste, nous ne sommes pas des irresponsables, nous ne sommes pas des libertariens, nous ne disons pas je fais ce que je veux pourvu que je m'amuse, tant pis si la santé des autres se dégrade. Nous concevons qu'il puisse y avoir des mesures contraignantes. Par exemple, dans les pays socialistes, eh bien, et spécialement à Cuba ou même en Chine, je mets de côté la question de savoir si la Chine est 100% socialiste, c'est un autre débat, mais en tout cas, on a mis en place essentiellement le principe, donc, dépister, tracer et isoler les personnes qui sont dans la chaîne de contamination, en quelque sorte. Donc, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y a fatalement des mesures qui peuvent toucher les libertés individuelles. On peut le concevoir en période épidémique, comme on peut le concevoir en période de catastrophe naturelle, où, d'une façon ou d'une autre, eh bien, il y a la loi qui s'applique, celle que citait Lénine, le salut du peuple passe avant tout. Hein. Les Romains disaient salus populi, lex suprema, la loi suprême, c'est le salut du peuple. Mais jamais, je le dis clairement, jamais au détriment des libertés syndicales, des libertés collectives. Nous, communistes, nous avons toujours dit que, tout en acceptant que dans nos propres réunions et dans les manifestations, etc., soit rappelée l'exigence des mesures barrières, hein, qu'on ne laisse pas faire n'importe quoi, qu'on ne mette pas en péril la santé des gens qui viennent manifester, par exemple, eh bien, pas question de toucher aux libertés de réunion qui sont actuellement entravées, puisqu'il n'y a plus de salles pour se réunir. Pas question de toucher à la possibilité de manifestation, par exemple. Hein. Et donc, je terminerai vraiment par, disons, l'idée qu'il nous faut travailler à, par exemple, dans l'immédiat, des rassemblements. C'est une proposition du PRCF que nous faisons aux autres partis politiques progressistes, aux forces syndicales, aux forces associatives, à tous les citoyens que ça peut intéresser, autour du 14 mars, par exemple, qui est la date anniversaire, en gros, du programme du Conseil national de la résistance, hein, qui a été signé un 14 mars 1944, eh bien, se réunissent, par exemple, sous la forme de manifestations unitaires statiques, de distribution de tracts, ou de toute autre forme qu'on pourra inventer,
que sans fleurs s'épanouissent, que sans école rivalise en la matière, eh bien donc que des progressistes militants puissent se réunir pour, par exemple, à la fois rejeter toutes les contre-réformes en cours, voilà, et pour rejeter toutes les mesures liberticides, et pour demander que les riches payent la crise, les très riches, et à l'avantage des plus pauvres. Voilà. Nous demandons aussi que soit construit un IHU, si vous voulez, bon, je le dis comme ça pour être bref et court, un grand hôpital d'urgence ou de crise dans chaque région française, car des crises comme celle-là, il risque d'y en avoir d'autres à l'avenir, avec la mondialisation capitaliste, tant qu'elle ne sera pas abattue et remplacée par un modèle socialiste et communiste. Et donc il faut que les gens puissent se faire soigner sans que les hôpitaux soient immédiatement submergés et que les traitements courants, ceux des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, de cancer ou de choses de ce genre, ne soient pas interrompus. Voilà donc les propositions que nous faisons, et comme vous le voyez, elles ne sont pas du tout dans le sens de la Macronie, c'est plutôt le strict contraire. Virer l'euro-mondialisation virale, c'est aussi virer l'euro-macronie virale, et nous sortir de cette Union européenne qui ne nous protège pas des virus, mais qui est elle-même, en quelque sorte, un propagateur de virus, le virus du néolibéralisme, le virus de l'exploitation capitaliste la plus débridée. Merci de votre attention et reportez-vous donc aussi, si vous voulez plus de précisions, aux très nombreux textes qui ont été publiés sur le site du PRCF au sujet de la crise virale, les motions votées par le secrétariat national, mais aussi donc tout le travail documentaire extrêmement important qui a été fait sur notre site, avec aussi des débats, puisqu'il peut y avoir effectivement sur ces questions des points de vue différents, étant entendu que le PRCF prend ensuite ses responsabilités en indiquant la ligne politique sanitaire, en gros, ou en tout cas les positions sanitaires, je dirais plutôt, plus modestement, qui sont les siennes. Merci de votre écoute.